un ciel individuel, un petit singe, du Valium, 15 489 pas et un martinet. Le médecin se penche sur le vieux berceau rouillé. Les pieds minuscules s'agitent. La peau du visage est cramoisie à force de cris, les poings sont serrés, enfonçant de toute la force qui leur est donnée leurs ongles dans les paumes. Le docteur se tourne vers la puéricultrice, se remémore le serment qu'il a un jour prêté, analyse les pour, les contre, dresse un tableau mental des cases dans lesquelles il a coutume de tout vouloir catégoriser, et la réponse clignote en rouge devant sa conscience. Il est trop jeune, assène-t-il d'un ton déterminé, en se reculant du berceau d'un pas pour être certain que, quoi qu'il s'y passe par la suite, il n'en soit jamais jugé responsable. Docteur, je vous en prie, il réveille tous les autres, c'est un cauchemar, on ne s'en sort plus. La puéricultrice, séparée de ses yeux les plus suppliants, emplie de lassitude, d'épuisement, encadrée par des troupeaux de cils battant lentement, suggérant que chaque prochaine session, fermeture-ouverture de paupières, pourrait être la bonne, celle qui laisse apparaître des larmes, menace suprême contre laquelle une conscience doctorale, si hippocratique soit-elle, doit s'avouer vaincue. Le docteur soupire, ouvre sa trousse, sort une seringue, une fiole, et administre au bébé une piqûre de Valium. Rapidement, les cris cessent. Les autres nourrissons se rendorment bientôt dans la pouponnière, désormais plus ou moins silencieuse. Ils sont 50 dans les meilleurs jours, jusqu'à 80 lorsque les quotas sont dépassés. 80 bébés qu'il faut nourrir, laver et changer, dont il faut s'occuper et à qui il faut trouver une famille. Cette pouponnière est propriété de la DAS. Tous les enfants abandonnés de l'arrondissement finissent ici. Qu'importe qu'ils aient été laissés devant une porte d'inconnu la nuit, à l'hôpital en plein jour ou sur les bancs d'une église entre chien et loup. Paul, lui, n'a pas été abandonné. Il a été retiré à ses parents. Ce sont les voisins qui ont appelé qui de droit. Monsieur et madame bons citoyens n'avaient pas énormément de loisirs. Un néanmoins leur tenait à cœur, pouvoir regarder tranquillement une nouvelle série télévisée fascinante, Les Mystères de l'Ouest. Or, c'était là une gageure en raison des pleurs incessants du bébé d'à côté. Les coups de balai donnés contre la cloison et les wow, pourtant graves de monsieur bon citoyen, ne parvenaient pas à faire taire ce maudit enfant. Madame bon citoyen avait donc décroché son téléphone et prévenu la mairie. Qu'il fasse cesser ce tapage. On paye la redevance, avait-elle ajouté, arguant que, puisqu'elle payait pour recevoir des programmes télévisés, les employés municipaux devaient faire en sorte que les nouvelles séries ne soient pas couvertes par le bruit d'opportun. Lorsque les services sociaux sont arrivés, Paul n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Ses parents n'avaient pas d'argent. Ils allaient chercher des colis de nourriture chez l'assistante sociale et parce qu'ils avaient trop faim eux-mêmes, ils buvaient le lait initialement destiné à Paul. Alors Paul pleurait. Il ne pleurait pas, il hurlait. Son père n'était pas là et n'avait jamais été là, si ce n'est pour prendre la nourriture de son propre enfant. Sa mère mettait une couverture sur le berceau pour étouffer le bruit insupportable des hurlements affamés. Elle n'avait pas de poste de télévision ni de nouvelles séries à regarder, mais tout de même, tous ces cris lui faisaient la tête comme un ballon, avait-elle expliqué à l'agence de la DAS qui la fixait, sans mots, son bébé famélique dans un bras, la couverture encore mouillée de larmes dans l'autre. Les services sociaux ont amené Paul, comme ils avaient emmené la première fille de sa mère, comme ils emmèneraient, à l'avenir, les 14 autres enfants qu'elle allait avoir. Mais même lorsqu'on lui donne à manger, Paul continue de pleurer. Toute la journée, toute la nuit, il hurle, et réveille les 50 ou 80 autres nourrissons de la pouponnière. Les puéricultrices ont tout essayé, lui donner à manger plus souvent, en plus grande quantité, lui donner toutes les heures, le gaver jusqu'à ce qu'il en vomisse, le bercer, lui chanter dodo l'enfant d'eau, lui crier dessus à la fin. Rien n'y fait. Elles ont donc décidé de lui faire administrer du Valium. Au moins il dort et les autres bébés aussi. À 2 ans, Paul est placé dans une famille d'accueil. C'est une famille habituée à recevoir les enfants pupilles de la nation. Paul est le 7e à y être placé. C'est une famille modeste. Le père est ouvrier dans une usine de chocolaterie. La mère a toujours élevé des enfants. Les siens d'abord, au nombre de 5, puis les enfants de la DAS, parce qu'il y avait un peu de place dans l'appartement, qu'elle ne savait pas faire autre chose qu'élever des enfants et que la DAS payait bien. Lorsque Paul arrive avec sa morve-au-nez, que personne n'a pris le temps d'essuyer, une cousine de la famille est là. Elle le regarde et s'exclame « Bouh, Dieu qu'il est vilain! On dirait un petit singe !» Puis elle se tourne vers la mère et lui suggère de prendre un autre enfant, un qui soit moins laid. Malheureusement, l'agent de la DAS est formel. On ne peut échanger un enfant pour cause de laideur. La famille devra faire avec le petit singe. Paul vit avec 2 autres enfants de pupilles de la nation, comme lui, 2 filles. Il appelle la mère maman et le père papa.
mais il sait que ce ne sont pas ses vrais parents. On le lui rappelle souvent. Lorsqu'il fait une bêtise, la mère dit à Paul qu'il finira voleur, comme son vrai père. Si c'est une fille de la DAS qui commet une bévue, on lui dit qu'elle finira pute, comme sa vraie mère. Les vrais enfants de la famille viennent régulièrement, pour des repas de famille essentiellement. Il y a ceux qui sont gentils avec Paul, et ceux qui le pincent, le coincent contre le mur, lui disent qu'il n'est pas de la famille, qu'il ne le sera jamais, qu'il n'est le fils de personne, qu'il n'est rien. Paul ne pleure plus la nuit. Il ne pleure plus jamais d'ailleurs. En revanche, il a toujours aussi faim. Il mange constamment. Impossible de se sentir rassasié. À table, il finit tous les plats et dès qu'il a englouti son assiette, trop rapidement, il fixe celle de ses deux fausses sœurs. Ses pieds gigotent, malgré lui. L'impatience et l'espoir que peut-être elles ne finiront pas leur part et qu'il pourra manger plus. Lorsqu'il sent un gâteau qui sort du four, et Paul, laissant de loin, il est capable de dire quelle voisine de l'immeuble vient de le cuisiner. Madame Abarot, 2e B. Madame Blanchet, 4e D. Il court, descend ou monte les étages, sonne à la porte derrière laquelle il sent le fumet s'évader et propose son aide pour ranger la cave, porter des courses lors d'une prochaine sortie ou aller étendre le linge au fil dans la cour commune. Les cuisinières tournent toujours leur bouche en haut et lui disent qu'il est adorable et que justement elles ont fait un gâteau. Est-ce qu'il en veut un morceau? Mais tout cela est insuffisant. Paul a faim. Il volait de la nourriture dans les placards de la cuisine, mais les coups de martinet ont fini par l'en dissuader. C'est qu'elle tape fort, la mère. Le martinet, la ceinture, la planche en bois, les poings s'il le faut, elle cogne. Sec. Sans mots. Elle le cogne toujours un peu plus fort que les filles parce que c'est un garçon et que les garçons ça encaisse mieux. Et puis il faut les dresser, les enfants de la DAS. La mère le sait. Si on ne les dresse pas, ils finissent voyous, toujours. Ils ont de mauvais gènes. Paul aime fabriquer des maquettes, des avions. Il lave les voitures et promène des chiens et des voisins pour gagner quelques pièces qu'il engrange dans une petite boîte sous son lit. Puis il va au bureau de tabac et s'achète une maquette. Il étale sur le sol de sa chambre les minuscules parties qu'il va devoir assembler et les regarde durant des heures, sans les toucher. Les pièces n'ont qu'un intérêt. Être assemblées. Mais Paul sait qu'une fois assemblées, les pièces n'ont plus d'intérêt. Le dernier point de colle posé, il applique la peinture avec la minutie d'un orfèvre. Il n'y a pas de place dans la chambre, occupée par les deux filles. Paul est le vrai petit-fils de la maison. Alors, il suspend sa nouvelle maquette au plafond, et la nuit, il regarde son escadron osciller dans le noir. Ses appareils ce sont les siens. Ce plafond, c'est son ciel à lui. Personne ne pourra le lui prendre. Les moments préférés de Paul, c'est lorsque le père l'emmène avec lui sur sa mobilette. C'est un destrier vieux comme le monde, dont il faut faire tourner les pédales 10 bonnes minutes avant qu'il n'accepte de pétarader. Sur le porte-bagages, le père installe un cajot. Il cale Paul devant lui et ils vont ensemble au jardin ouvrier, à quelques kilomètres de l'immeuble. Ils bêchent, plantent, récoltent. Ce sont les seuls moments d'intimité entre Paul et le père. Le vieil homme, lui, apprend ce qu'il sait avec patience. Le vieil homme lui apprend ce qu'il sait avec patience. Entre deux rangées de tomates, il lui dit qu'il ne doit pas écouter ce que disent les gens, que Paul est comme tout le monde. Qu'importe ce qu'ont été ses vrais parents. Il lui dit que ce n'est pas grave d'être maigre, qu'il faut laisser les autres l'appeler cuisse de poulet ou tados, qu'un jour il sera grand et fort lui aussi. Paul ne vit que pour ces moments avec le père. Ces moments rares, 1 ou 2 fois par mois peut-être, où il se sent quelqu'un de bien, d'important, quelqu'un qui compte pour quelqu'un, où il se sent quelqu'un. Il va à l'école, comme les vrais enfants qui ont de vrais parents. Il n'est pas un mauvais élève. Il n'est pas un très bon élève non plus. Parfois, les autres enfants se moquent des vêtements de Paul et de ses fausses sœurs. Ce sont des habits fournis par la DAS qui arrivent 3 fois par an dans des cartons. Les chaussures sont toujours trop grandes, les pantalons trop larges, les manches usées. Il y a des trous ici et là. Les fausses sœurs pleurent lorsqu'un élève les charrie sur leur tenue. Paul leur dit de ne pas s'en faire, leur dit qu'un jour il leur achètera des robes magnifiques et qu'ils se promèneront tous les 3 dans une R16 TX étincelante, la seule voiture à avoir la fermeture centralisée des portes, et que tous ceux qui se sont moqués d'eux en baveront d'envie. Un jour ordinaire, après une matinée ordinaire, remplie de jeux ordinaires dans la cour de récréation ordinaire, Paul pousse la porte de l'appartement et trouve toute la famille réunie. Et il s'étonne de ne pas sentir le repas. Maintenant qu'il y pense, il n'a rien senti dans l'escalier non plus, ce qui est très étrange puisque normalement l'odeur du bon repas de la mère, Paul le sent habituellement à la 7e marche du 2e escalier du 3e étage. Il avance dans la cuisine, aucune casserole sur le feu. Il se tourne vers la famille groupée dans le salon, chacun affublé d'une mine épouvantable. L'un des vrais fils lui dit « Papa est mort ». Paul ne comprend pas.
On ne peut pas mourir comme ça, sans prévenir, sans être malade avant. Il regarde le fauteuil du père, vide. Il ouvre la porte en temps normal interdite d'accès de la chambre des parents. Le père doit faire la sieste. Personne. Il ouvre la porte de sa chambre. Les avions s'agitent violemment sous les bourrasques du Mistral qui bondit à travers la fenêtre ouverte. Les ailes s'entrechoquent, la peinture s'écaille, les fils menacent de céder. C'est un ciel d'orage sans le moindre nuage. Paul et les autres faux enfants sont envoyés chez des voisins quelques jours. Lorsqu'ils reviennent, la mère est habillée de noir et leur explique que désormais, chaque jour, elle ira au cimetière se recueillir sur la tombe du père. Une fois le matin toute seule, une fois avec eux, après la classe. À l'école, la maîtresse pose une main sur le dos de Paul et lui dit qu'elle est désolée. Comme il ne répond pas, elle lui dit que s'il a besoin de parler, elle sera là et qu'elle l'apprécie beaucoup. Paul repousse violemment sa main et part s'isoler derrière la haie de Troène. Il n'a pas envie qu'il arrive quoi que ce soit à sa maîtresse et à tous les gens que Paul aime bien il n'a pas envie qu'il arrive quoi que ce soit à sa maîtresse et tous les gens que Paul aime bien disparaissent de sa vie. Alors il va faire croire à la vie qu'il déteste sa maîtresse. Comme ça, il ne lui arrivera rien. Il s'entraîne à répéter garce pour pouvoir le dire bien fort à la maîtresse quand elle posera une question. Garce, garce, garce. C'est convaincant. Il s'entraîne à dire garce et il sait de nouveau pleurer. Dans le cimetière, le père est dans la 4e allée, 16e tombe. Paul a compté les pas depuis l'immeuble. Il y en a 15 489. Ce sont les 89 derniers les plus pénibles, parce qu'il faut traverser les autres allées du cimetière et que Paul ne comprend pas pourquoi le père n'a pas autant de fleurs sur sa pierre tombale que d'autres en ont sur la leur. Sur la sienne, le père a une seule plaque, à mon mari, à notre père, et une couronne de fleurs en plastique qui semble plus en plastique qu'en fleurs. Nulle part il est écrit à notre faux père. Le petit singe est en colère. Alors, une après-midi, Paul et les autres faux enfants font l'école buissonnière. Ils parcourent les 15 489 pas jusqu'au cimetière. Ils attendent que Madame Vial, qui se recueille sur la tombe de sa mère, soit partie. Puis, ils envahissent les allées, étudient chaque tombe, chaque caveau, chaque pierre. Ils opèrent une sélection rigoureuse, méthodique. Ils choisissent les plus belles plaques, celles avec des anges et des oiseaux, et des lettres écrites en or. Ils prennent les plus énormes bouquets, des bouquets de vraies fleurs, des bouquets gigantesques qu'ils doivent porter à deux. S'il faut interchanger des vases pour que l'assortiment soit plus joli, cela ne leur fait pas peur. Ils tentent de briser au pied une statue de la Vierge que l'une des filles trouve vraiment belle, mais ils n'y parviennent pas. Qu'importe. Ils déposent tout leur butin sur la tombe du père, avec soin, en veillant à l'harmonie des couleurs, au respect des distances réglementaires entre une plaque et un bouquet pour ne pas qu'une fleur cache une lettre d'or. Ils admirent un moment leur œuvre. Ils sont fiers, tellement fiers, et ils partent en courant se cacher dans les vignes jusqu'à la fin officielle de l'école. L'injustice est réparée. Lorsque la mère arrive dans le cimetière et voit la pierre tombale de son mari, dont le moindre centimètre carré est couvert de fleurs, pendant quelques secondes, juste quelques secondes, elle sent une émotion dans son cœur. Puis, elle rentre chez elle et décroche le martinet du mur.